Bien, je pense que les participants nous rejoindront là dans les quelques instants qui suivent. Donc, je vous propose de commencer cette table ronde sur le thème accompagner les femmes à prendre leur place dans la société. Bonjour à tous et merci pour votre présence et pour votre intérêt pour ce sujet. Donc, je suis Bénédicte Sanson, je suis animatrice donc, de cette table ronde aujourd'hui et dans le civil, si je puis m'exprimer comme ça. Je suis cofondatrice et déléguée générale du MOVJ, le Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, et le réseau Mentorat France, qui ont été lancés en 2009 pour accompagner les entrepreneurs avec un service cœur, le mentorat. Au fil des années, nous avons constaté que ce mentorat est particulièrement puissant donc pour accompagner les femmes à oser leur ambition, à faire exploser leur plafond de verre et à s'engager pour leur père entrepreneur en endossant le costume de rôle modèle. Alors pourquoi cette table ronde dans ces assises du mentorat? Nous avons souhaité mettre en exergue les freins auxquels les femmes font face, mais aussi mettre en lumière les actions de sensibilisation et d'empowerment qui ont un impact significatif sur ces freins. Et donc, durant ces 45 prochaines minutes, à travers de 3 des témoignages, nous allons identifier les moments charnières qui peuvent accentuer les inégalités de genre tout au long du parcours éducatif et professionnel d'une femme. Et nous verrons comment le mentorat s'inscrit comme action complémentaire. Christophe Paris a bien insisté dessus en début de ses assises. C'est une action complémentaire et durable pour l'empowerment, en particulier des femmes. Et donc, nous aurons le plaisir d'entendre 3 témoignages. Le premier, celui de Mégane Gorbani, qui est consultante et formatrice spécialisée en genre et fondatrice du cabinet S-Fund. Nous aurons également Iakovina Sclavou, inspectrice de l'éducation nationale et chargée d'égalité filles-garçons à l'Académie de Créteil. Et enfin, un témoignage d'Isabelle Pestouri, qui est marketing manager chez WIM, qui est à la fois mentor, mais qui a été également mentorée. Elles s'exprimeront sur ce sujet, puis nous apporterons leur éclairage. Donc, merci d'ores et déjà à toutes les 3 pour votre présence et vos précieux témoignages. Ce temps que nous allons passer ensemble a pour vocation de faire émerger de nouvelles idées. Donc, je vous invite à utiliser le chat, à y poser toutes vos questions, à faire part de vos réactions et pourquoi pas à interagir entre vous, parce que tout ce que vous pourrez dire, toutes les réflexions que vous pourrez apporter vont nous aider à nourrir notre action de plaidoyer. Nous avons une modératrice pour le chat qui est Andy Gersenberg. Merci Andy. Qui va vous faire passer les hashtags à pousser et le tag du collectif Mentorat si jamais vous décidez de tweeter en même temps que vous écoutez cette table ronde. Donc le chat, il est bien là pour que vous puissiez réagir en direct aux interventions, échanger sur tout ce qui se dit, poser vos questions. Et donc, nous allons les recenser. Mandy va s'occuper de les relancer pour qu'on puisse de les recenser, les organiser pour qu'on puisse ensuite les poser à chacune de nos intervenantes. Donc, aux alentours de 17h30, nous aurons 30 minutes consacrées à vos questions-réponses. Éventuellement, à la fin d'une intervention, si on voit qu'il y a beaucoup de questions, nous prendrons quelques questions à ce moment-là. Vous avez toutes et toutes un micro. Nous vous invitons à le couper si vous ne prenez pas la parole. Cette table ronde également est enregistrée pour pouvoir ensuite être diffusée au plus grand nombre parce qu'il n'y a qu'une centaine de privilégiés qui peuvent participer à chacune de ces tables rondes. Donc, pour qu'elle ait la plus grande audience possible, nous avons pris la décision de les enregistrer. Donc, si vous ne voulez pas être filmé, n'hésitez pas, à l'exception de nos intervenantes bien sûr, à couper vos caméras. Et donc, vous recevrez le lien de l'enregistrement pour le visionner à nouveau, ainsi qu'un compte-rendu par mail de cette table ronde après les assises. Et donc, je vais commencer par donner la parole à Mégane Gorbani. Mégane, vous êtes consultante donc, et formatrice spécialisée en genre. Vous avez travaillé sur une recherche-action les défis rencontrés par les femmes réfugiées dans l'accès à l'enseignement supérieur en Île-de-France dans le cadre de l'UNIR. L'UNIR est une association donc, qui accompagne les personnes réfugiées et demandeuses d'asile dans leur insertion académique.
Pour commencer, Mégane, est-ce que vous pouvez nous donner, des éléments de contexte justement sur cette question du genre qui pourront nous donner des clés de compréhension, notamment sur les moments charnières où des actions ont d'autant plus d'impact pour lever les freins? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Effectivement, on a travaillé ensemble avec Andy, qui est là aussi de l'association UNIR, sur cette recherche sur les obstacles spécifiques des femmes réfugiées et demandeuses d'asile dans l'insertion socio-professionnelle, et puis qui a abouti à un programme de mentorat qui est le programme interculturel, dont Andy pourra mieux vous parler après mon intervention ou à d'autres occasions. Et donc là, pour mon intervention d'aujourd'hui, moi, je vais peut-être commencer dans le sens inverse du titre de la table ronde, qui était accompagner les femmes à prendre leur place dans la société. Moi, j'ai plutôt envie de dire accompagnons la société à accorder leur place aux femmes. Essayer de partir en fait d'une approche qui ne soit pas centrée sur les individus et sur les femmes, et qui va plutôt s'intéresser aux systèmes et aux freins structurels qui vont impacter les individus et notamment les femmes. Et finalement, en fait, c'est un peu ça l'approche genre que j'adopte dans mon travail. Le genre, pour rappel, c'est un concept sociologique en fait qui a été théorisé au début des années 70 et qui va désigner tout ce qui construit socialement et culturellement la différence entre les sexes. C'est un concept qui va permettre d'insister sur le fait que les catégories hommes, dites hommes entre guillemets, et femmes de l'autre, sont le résultat en fait d'une fabrication sociale qui va aller au-delà du sexe biologique de naissance. Le concept de genre a beaucoup évolué au fil des années en fonction des définitions. Et en fait, il a commencé à inclure petit à petit une dimension aussi de rapport de pouvoir et de relations qu'il pouvait y avoir entre les différentes catégories assignées hommes et femmes dans nos sociétés. Juste rapidement, une petite définition du genre. C'est selon un manuel que j'aime bien, qui est un manuel de Gender Studies belge, qui définit le genre comme un système de bicatégorisation hiérarchisée. Bicatégorisation, donc on est bien dans deux catégories, femmes et hommes. Hiérarchisée, c'est ce que je vous disais par rapport au fait qu'on a une relation de pouvoir dans le genre, et qui est non seulement entre les sexes, donc entre le sexe assigné à la naissance, homme ou femme, mais aussi entre les valeurs et les représentations qui sont associées au masculin et au féminin. Donc, lorsqu'on utilise cette définition du genre, qui va au-delà juste de dire on nous assigne des rôles en fonction qu'on est né homme ou femme, mais qu'on va aussi s'intéresser à toutes les valeurs, les identités et les représentations qui sont associées à la catégorie homme et femme, ça nous permet aussi de remettre en question cette forme de binarité qui peut exister dans nos sociétés entre les catégories hommes et femmes. Et donc, au-delà de son utilité méthodologique, j'arrête avec l'aspect un peu universitaire et conceptuel, le genre va permettre de mettre en exergue, en fait, finalement, des inégalités, des stéréotypes et des discriminations au sein de la société, qui sont vécues aussi bien par les hommes que par les femmes. Mais nous, on va plutôt s'intéresser aujourd'hui à la question des femmes dans leur parcours d'insertion socio-professionnelle. L'idée, ça va être de se dire, là, tout au long des exemples que je vais vous donner, c'est de se dire comment on adopte une approche qui s'intéresse à la fois aux idées reçues, donc aux stéréotypes, aux visions qu'on a sur les femmes, sur les hommes et les femmes, aux pratiques, aux discriminations, au fait qu'à cause de ces visions-là, je suis influencée dans ma pratique au quotidien, et aux inégalités qui vont en découler. Donc, ça va être, par exemple, l'idée de se dire concrètement, on considère dans nos sociétés que les hommes ne sont pas faits pour s'occuper des enfants. Ça, c'est un stéréotype, une idée reçue. La pratique discriminatoire, ça va être que lorsque les hommes vont avoir tendance à vouloir demander à leur employeur un congé parental ou un temps partiel au moment de la naissance d'un enfant, il va être moins accepté que s'il s'agissait d'une femme. Et l'inégalité qui est produite par conséquent, c'est le fait que les femmes s'occupent plus des enfants que les hommes. Donc, c'est un peu essayer d'avoir cette approche en relationnel et dynamique tout au long du parcours de l'insertion. Et donc, s'il va enfermer finalement aussi bien les hommes, les femmes et les personnes qui se définissent comme autres dans des rôles sociaux prédéfinis, on se rend compte quand même que sur le parcours d'insertion socio-professionnelle, les femmes et les filles
sont beaucoup plus dans une situation d'inégalité que les hommes. On pourrait aller encore plus loin, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais on pourrait se dire que les femmes et les filles ne sont pas un groupe homogène et qu'il y a encore d'autres facteurs qui peuvent s'ajouter, des facteurs comme l'âge, le lieu d'habitation, la classe sociale ou encore le statut migratoire, comme l'a fait UNIR justement dans sa recherche en s'intéressant aux obstacles spécifiques des femmes réfugiées. Mais si on en revient à la question donc hommes et femmes, je ne sais pas parmi vous qui connaît déjà ce chiffre, mais en France, il se trouve qu'une personne sur deux, plus d'une personne sur deux, a un préjugé sexiste. Et quand je dis personne, c'est aussi bien un homme qu'une femme. C'est-à-dire que plus d'une personne sur deux, 56% des Français et Françaises, considèrent que les femmes disposent de certaines capacités que n'ont pas les hommes et vice-versa. Et donc, ces préjugés, le souci pour ce qui nous intéresse en termes de parcours d'insertion, c'est qu'il entraîne une division, ce qu'on appelle la division sexuelle des rôles, et plus tard du travail. Donc, dans notre parcours d'insertion, si je recentre sur ce qui nous intéresse par rapport à la question du mentorat, on va se rendre compte que dès l'enfance, en fait, finalement, on divise les rôles entre femmes et hommes dans nos sociétés. Et il y a une expérimentation récente qui a été faite du CNRS qui montre que dès l'âge de 4 ans, aussi bien les filles que les garçons, en France et aussi dans d'autres pays comme la Norvège, qui sont considérés comme des pays plus égalitaires, eh bien, le pouvoir était associé au masculin plutôt qu'au féminin. Donc, c'est-à-dire que dès l'âge de 4 ans, les enfants considèrent que certaines qualités, certains attributs et certaines compétences, finalement, comme le pouvoir, sont associés à un sexe plutôt qu'à l'autre ou à une identité masculine plutôt que féminine. Et après, à l'école, donc si je continue, on passe dès 4 ans, on fait cette division-là par rapport au pouvoir. À l'école, on observe aussi qu'il existe cette division sexuelle. Il y a la forte idée reçue que, par exemple, les garçons sont faits pour les mathématiques plutôt que les filles. Donc, cette idée reçue-là, ce stéréotype, il va engendrer de la part des professeurs et des enseignants-enseignantes des pratiques qui font qu'on va plus souvent intéresser les garçons que les filles pendant les cours de mathématiques. Et ça crée des inégalités en termes d'orientation. Donc, au niveau de l'orientation, rien qu'au lycée, il y a un dernier rapport qui est sorti en mars 2021 qui expliquait qu'en 2020, les filles représentaient seulement 13% des élèves de terminale dans la spécialité numérique et sciences informatiques, contre 80% en humanité, littérature et philosophie. Donc, ce qui veut dire que dès le lycée, on observe bien qu'il y a certaines filières qui sont plus occupées par les garçons et d'autres par les filles. Donc, c'est bien ça la division sexuelle. Et en ce qui concerne, par exemple, la question du numérique et des sciences informatiques qui sont considérées parfois comme des filières où on a besoin d'avoir des meilleurs résultats pour y accéder, le même rapport souligne que même si les filles ont des résultats scolaires qui sont meilleurs que les garçons, elles sont pour autant moins représentées dans ces filières scientifiques, industrielles et numériques. Donc, il y a bien une question aussi de confiance en soi et de perception des opportunités. Si je continue enfin au niveau de l'enseignement supérieur, il y a aussi conséquemment une répartition des filières avec une présence plus importante des femmes dans les formations paramédicales et sociales et beaucoup plus importante d'hommes dans les formations d'ingénieurs qui sont pour autant aujourd'hui beaucoup plus valorisées dans les sociétés et considérées comme beaucoup plus favorables à l'insertion professionnelle. Juste pour info, au cas où vous vous posiez la question, la part des femmes, par exemple, dans certaines filières comme les filières ingénieurs ou dans la tech, elle a même régressé au cours des dernières années. Donc, ce n'est pas forcément un phénomène qui s'améliore d'année en année. Et puis, forcément, dans la vie professionnelle, on va aussi observer cette division sexuelle qui fait qu'il y a encore des inégalités salariales au détriment souvent des femmes, qui fait qu'il y a le phénomène de ce qu'on appelle le plafond de verre, qui fait qu'il y a certains postes de direction qui ne sont pas forcément accessibles pour les femmes. Et là-dessus, un chiffre dans le secteur privé, si vous regardez au niveau des salaires les plus hauts, les femmes sont très peu représentées.
Parmi les 1000 salariés les mieux rémunérés en 2017, les femmes représentaient que 9% contre 92% pour les hommes, alors qu'elles constituaient 42% de la masse salariale globale du secteur. Donc, ce n'est pas qu'elles ne sont pas dans le secteur privé, c'est qu'il y a effectivement ce plafond de verre qui fait que les postes les mieux rémunérés et les plus élevés, elles n'y ont pas encore totalement accès à égalité avec les hommes. Et puis, peut-être pour conclure sur une autre façon de résumer, donc là, je vous ai parlé un peu du parcours d'insertion. Donc, on peut regarder dès l'enfance, on continue à l'école, au lycée, au niveau de l'orientation scolaire. Ensuite, on va s'intéresser à l'enseignement supérieur. Et puis ensuite, on peut s'intéresser aussi à la question de l'emploi pour observer justement cette division sexuelle qui est en fait créée par des attributs qu'on accorde plutôt aux hommes ou aux femmes dans nos sociétés. Une autre façon de résumer les obstacles, et qui peut aussi être intéressante, c'est de s'intéresser d'un côté aux normes socioculturelles qui vont impacter la perception qu'ont les femmes ont d'elles-mêmes et de leurs capacités, de leurs aspirations, de s'intéresser aussi à l'accès aux ressources, donc globalement, les formations qui sont qui ont le plus d'ambition et de potentiel d'emploi sont-elles accessibles aux femmes? Et puis, le troisième niveau, c'est le niveau individuel et les réseaux d'insertion qui, là, concernent directement, je pense vos activités dans le cadre du mentorat, puisque les réseaux d'insertion sont aussi une question extrêmement importante et extrêmement genrée, les femmes ne disposant pas forcément des mêmes réseaux utilisables dans leur parcours d'insertion. Merci beaucoup, Mégane, pour ces éléments de cadrage. Moi, j'adore l'idée qu'effectivement, qu'il faut accompagner la société à donner leur place aux femmes, que ce ne soit pas qu'aux femmes de se préoccuper d'elles, mais que voilà, ça nous concerne tous. Et puis, je retiendrai aussi particulièrement que le mal du regard genré nous atteint dès 4 ans. Et donc, il faut travailler vraiment sur tout notre parcours de vie. Donc, on voit bien que les femmes, pas qu'elles, mais les femmes, font face à des stéréotypes, des discriminations, des inégalités, donc vont avoir un très fort impact sur leur vie scolaire et professionnelle et donc sur leur vie entière. Je voudrais maintenant donner la parole à vous, Yakovina. Donc, vous êtes inspectrice de l'éducation nationale et chargée d'égalité filles-garçons à l'Académie de Créteil. Vous connaissez particulièrement bien l'association Capital Filles avec laquelle vous avez fait beaucoup de choses. Je vous laisserai la présenter. Justement, est-ce que vous pouvez nous apporter votre témoignage sur ce que vous constatez au sein de votre académie? Quels sont les freins auxquels les jeunes filles peuvent faire face particulièrement dans leur choix d'orientation et quelles actions sont mises en place pour quel impact? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de participer à cette deuxième édition des Assises du mentorat et je vous remercie pour votre invitation. Je veux vous parler de ce qu'on observe au sein de l'éducation nationale. Il y aura beaucoup d'informations qui vont rejoindre ce qui a été dit par Mégane précédemment. Voilà, moi je participe à cette table ronde pour vous représenter, représenter l'éducation nationale et plus particulièrement l'Académie de Créteil dont je pilote depuis l'année dernière la mission égalité filles-garçons. J'aimerais commencer mon propos par la base, la valeur socle qui constitue notre cap et qui innerve toutes nos actions. La valeur est la suivante. L'égalité entre les sexes est en effet une culture constitutive du principe d'égalité des chances et du respect d'autrui. Et l'apprentissage de cette culture d'égalité et de respect d'autrui est au fondement des missions de l'école. Et à ce titre, elle s'inscrit dans les enseignements, dans les actions éducatives et dans la vie scolaire, évidemment. Pour l'école de la République, lutter pour l'égalité entre les filles et les garçons et lutter contre les stéréotypes et contre les discriminations constituent des priorités. Et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que l'égalité entre les filles et les garçons à l'école est le prélude de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la société plus tard. Deuxièmement, parce que, comme Mégane l'a dit, si l'école compte parmi ses missions fondamentales celle de garantir l'égalité des chances entre les filles et les garçons, elle n'échappe pas pour autant aux stéréotypes véhiculés par son environnement social.
Et nous savons très bien que ces stéréotypes de sexe se mettent en place très tôt et qu'ils influent sur la manière dont un jeune, un élève, construit son identité, sa scolarité et puis évidemment son orientation professionnelle par la suite. Les données statistiques nationales révèlent encore des différences significatives de parcours entre les filles et les garçons, et j'entends par cela une orientation malheureusement encore très largement sexuée, dans le secondaire comme à la fac. Et enfin, troisième raison pour laquelle c'est très important pour l'École de la République de lutter contre les inégalités et les discriminations, c'est que la persistance et les violences, des violences faites aux femmes au sein de la société euh, nous conduisent à agir pour prévenir et pour lutter contre les comportements sexistes et les violences à caractère sexuel. Donc, la mission égalité filles-garçons de l'Académie de Créteil, mais comme de toutes les académies de notre pays, a pour objectif de promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons et le respect d'autrui. Notre travail, notre action s'appuie sur des textes de référence. Nous avons le premier texte de référence, c'est la Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, dans le système éducatif. C'est-à-dire que la politique éducative de promotion de l'égalité s'appuie depuis les débuts des années 2000 sur des conventions interministérielles successives. On est là à la 5e convention qui couvre la période 2020-2024. Deuxième texte de référence, c'est le Plan national d'action pour l'égalité des droits et contre la haine et les discriminations anti-LGBT, qui couvre aussi la période 2020-2024. Et troisième texte cadre pour nous, Académie de Créteil, c'est notre projet académique qui donne toute sa place à la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons, et qui fixe explicitement comme objectif la réduction des inégalités entre les filles et les garçons dans le but de faire progresser tous les élèves pour réduire les écarts. Donc, dans ce cadre de nos textes de référence, la mission académique œuvre principalement sur 2 axes. Premier axe, c'est de développer une culture de l'égalité en luttant contre les stéréotypes sexistes et pour lutter contre les comportements sexistes et les violences à caractère sexiste et sexuel. Et pour y parvenir, nous assurons une offre de formation très large destinée à tous les acteurs du système éducatif, c'est-à-dire les enseignants, les référents égalité filles-garçons que nous avons dans chaque établissement scolaire, les chefs d'établissement, les inspecteurs aussi, nos collègues inspecteurs, les conseillers d'éducation et les élèves, évidemment. Par la suite, nous assurons la communication sur tout ce qui se fait autour de la question de l'égalité de genre sur le plan académique, mais aussi sur le plan national. Et cette communication, nous l'assurons à travers le site internet de la mission et le compte Twitter. Et on diffuse aussi les avancées de la recherche sur cette question. Et en dernier lieu, nous organisons des actions ponctuelles, des concours, des actions dans les établissements pour célébrer des dates emblématiques dans l'année, par exemple le 25 novembre qui est la journée internationale contre les violences faites aux femmes, le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Nous organisons tous les ans des conférences universitaires et cette conférence s'adresse à tous nos enseignants. Nous espérons cette année pouvoir refaire notre action du 8 mars parce que l'année dernière, avec la pandémie, tout a été reporté. Nous avons organisé une action sur Internet. Et puis, on célèbre aussi le 17 mai, journée internationale contre la lutte contre les violences anti-LGBT. Notre deuxième axe, c'est de favoriser l'égalité des chances via des parcours individuels détachés de stéréotypes. Et je reviens donc au cœur de notre propos qui est l'orientation. Nous sommes en lien constant avec la recherche et nous essayons d'identifier et de développer des pratiques pédagogiques qui risquent moins
de donner prise au processus de discrimination filles-garçons dans les apprentissages. Et nous menons un travail de réflexion sur l'orientation et les projets d'avenir de nos élèves, filles et garçons. Il a été dit précédemment, à partir des données chiffrées, c'est-à-dire des statistiques, des résultats aux examens, des choix des filières dans la voie professionnelle ou des choix des enseignements des spécialités, nous constatons encore que les représentations des élèves sont très genrées et que les spécialités se font les choix des spécialités se font à l'aune de ces perceptions. De façon très schématique, je dirais que grosso modo, les filles choisissent des enseignements des spécialités ou des filières qui conduisent à des métiers dits d'hommes, de femmes, pardon, et les garçons choisissent des choix de spécialités et des filières qui conduisent à des métiers estampillés comme des métiers d'hommes. Comme il a été déjà dit, voilà, les stéréotypes de genre sont construits depuis très longtemps. C'est très difficile à déconstruire. Ça demande un travail de fond et un travail constant. Les jeunes ne sont pas finalement réfractaires à un discours d'égalité entre les hommes et les femmes, surtout dans le monde du travail. Au contraire, ils y adhèrent très fortement. Néanmoins, au moment où ils vont faire leur choix de spécialité, eh bien, ils sont toujours sous l'emprise de ces idées reçues et ancrées, comme quoi il y a des métiers d'hommes et il y a des métiers des femmes, et on choisit finalement notre orientation selon le genre. Très souvent, quand on leur pose la question, c'est le choix personnel qui vient comme justificatif. Ils disent oh, bah non, moi je suis d'accord, évidemment, égalité, il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de femme. Mais finalement, en réalité, ce n'est pas le choix personnel, c'est toutes les représentations de genre que nous avons. Nous menons donc un travail de réflexion et nous organisons des actions de formation et d'information auprès des acteurs du système éducatif pour identifier et lever les freins, notamment les freins à l'orientation des lycéennes dans les filières scientifiques, numériques et informatiques, parce que, comme il a été dit, il y a l'idée reçue que les filles ne sont pas faites pour les maths, les filles sont faites plutôt pour des études humaines, pour les métiers des soins, et donc, alors que les résultats scolaires sont identiques, voire parfois au DNB, par exemple, les filles ont des meilleurs résultats que les garçons, on constate que la présence des filles dans les spécialités scientifiques, numériques et informatiques sont minoritaires. Voilà. Donc, c'est dans cette perspective de libération, si je pourrais dire, de l'orientation des stéréotypes genrés et d'autonomisation des filles, que nous établissons aussi des partenariats avec des organismes et des associations dans le but de diversifier notre offre de formation et d'accompagnement des établissements, mais aussi dans le but de penser la place de la femme dans le monde du travail, de repenser la place des figures féminines, promouvoir des marrainages par des femmes de divers horizons professionnels, encourager l'ambition des filles par l'orientation et la diversification des voies, et je dirais aussi encourager la pratique sportive et l'engagement des filles dans le sport. Voilà les grands axes de notre action. Et donc, c'est justement dans ce volet partenariat que nous collaborons depuis des années et très étroitement avec l'association Capital Filles. Une association vous pouvez nous donner un exemple très concret de ce que vous faites avec Capital Filles ? Alors, Capital Filles, c'est une association qui a été créée en 2012, je crois, à l'initiative d'Orange et en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. C'est une association qui est présidée par Madame Elisabeth Chungui, qui est directrice exécutive diversité et solidarité d'Orange. Et la direction de l'association est assurée par Dominique Goutard, qui est la déléguée générale. Alors, l'association œuvre en France et en Roumanie, je crois, à l'étranger,
Sur le territoire national, elle collabore, elle est partenaire de 24 académies sur 25. Il s'agit donc d'une association qui est spécialiste du mentorat et qui s'adresse aux jeunes filles scolarisées dans des lycées qui relèvent de la politique de la ville et des filles qui sont scolarisées dans des lycées des zones rurales, indépendamment des filières générales, technologiques ou professionnelles. L'accompagnement des jeunes filles s'inscrit dans une durée d'1 an à peu près, ça va de septembre d'une année à septembre de l'année d'après, et prend plusieurs formes, surtout 2 formes, des ateliers collectifs et des ateliers individuels. Alors, je reviens sur mes notes pour vous présenter l'organisation. Les ateliers collectifs sont organisés pour des élèves de la 3e à la terminale. Donc, des délégués et des délégués de l'association sont accueillis au sein des établissements et présentent aux jeunes, aux élèves, animent des ateliers pour les filles de classe de 3e à la terminale afin de les sensibiliser au large panel d'activités et de formations qui s'offrent à elles et de les aider à identifier et à surmonter les stéréotypes qui peuvent constituer un frein à leur orientation. Ça, c'est la première modalité. La deuxième modalité qui nous intéresse vraiment, c'est celle du tutorat individuel. Alors, le tutorat individuel s'adresse aux filles qui sont en terminale, encore une fois technologique, générale ou professionnelle, afin de les sensibiliser. Cette fois-ci, il y a d'abord une réunion qui est organisée dans le lycée. Et cette réunion, elle est assurée, elle est animée par les futures marraines. Ce sont des femmes, des professionnels qui sont spécialement formés par différents Greta pour jouer finalement ce rôle de marraine. Et elles expliquent les modalités aux filles. Et les filles qui sont intéressées par un tutorat se portent candidates. Et finalement, après, il y a un contrat de partenariat, de mentorat qui s'établit entre la marraine et sa filleule. Par la suite, chaque marraine décide avec sa filleule de modalités de leur travail. Ça peut être des réunions au bureau de la marraine, ça peut être des visites d'entreprise, ça peut être des réunions par visioconférence, ça pourra être des échanges par chat, Skype, SMS, etc. La marraine décide avec sa filleule des modalités de ce partenariat. Mais encore une fois, les marraines, ce sont des professionnels. Il ne s'agit ni d'enseignantes, ni de conseillères en orientation. Leur rôle est d'accompagner la filleule dans la construction de son projet professionnel, de lui faire partager son expérience de femme professionnelle, de femme en entreprise, de l'aider à s'orienter, de lui faire découvrir le monde du travail et de l'informer sur les secteurs et les métiers d'avenir. Elle peut aussi, j'en sais rien, l'aider à rédiger son CV, à l'aider à passer un entretien, à écrire une lettre de motivation, etc. Elle peut aussi l'aider à construire un contrat d'apprentissage avec une entreprise et elle aide aussi à construire son budget pour les études supérieures. Le succès de cette association Capital Filles repose finalement sur la mobilisation conjointe des pouvoirs publics, du monde de l'entreprise via les marraines et aussi sur l'engagement des professeurs et des personnels d'éducation aux côtés des marraines Capital Filles. Pour vous donner quelques chiffres, en 2021-22, pour l'année scolaire que nous sommes en train de parcourir, il y a 131 lycées présélectionnés par les rectorats qui sont partenaires de Capital Filles. Il y a plus de 14 000 jeunes filles qui bénéficient des ateliers collectifs. Et cette année, il y a eu 1300 contrats signés de mentorat entre une marraine et une filleule. Voilà. Avec Capital Filles, je pense que les jeunes filles découvrent les entreprises et les métiers d'avenir.
Surtout, elles découvrent aussi leur région parce que chaque mentorat est vraiment ancré dans le territoire qui est le sien. Elles découvrent les formations performantes et notamment dans des domaines techniques, scientifiques, industriels et numériques qui sont des secteurs qui nécessitent quand même d'être féminisés. Et l'objectif principal des marraines, c'est d'amener les filleuls le plus loin possible dans leur projet d'avenir et dans leurs études supérieures, de permettre à toutes les filles de faire des études supérieures sans être empêchées par des problèmes de raisons économiques, sociales ou culturelles parfois, et puis leur permettre d'être autonomes dans leur choix d'orientation, d'avoir de l'ambition pour elles-mêmes et de faire confiance en elles-mêmes et en leur avenir. Voilà en quelques lignes et en quelques minutes les objectifs, l'action et les objectifs de la mission. Et je dirais que rien de tout cela ne serait possible si on n'avait pas sur le terrain soit des enseignants qui sont très engagés, soit des partenaires qui sont très engagés et qui permettent d'atteindre nos objectifs. Merci pour votre attention et évidemment, je suis ouverte à vos questions. Merci Jacobina, effectivement aussi des mentors très engagés. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant de retenir là, et on va passer tout de suite du coup à un exemple, c'est que tout ce parcours où vous mettez tous énormément d'énergie à transformer la culture, ben, on reste quand même aujourd'hui, ça se voit dans les statistiques, pas encore libéré en fait de ces stéréotypes. Donc cette action de mentorat one-to-one, elle est vraiment fondamentale. Bien sûr. Et c'est là que nous allons donner du coup la parole à Isabelle Pestouri, qui, elle, justement, Isabelle, vous avez été mentorée, vous êtes aujourd'hui mentor, donc vous êtes marketing manager chez WIM et mentor chez Social Builder. Donc Social Builder, c'est une association qui travaille sur la mixité et l'égalité dans les métiers du numérique et de l'entrepreneuriat. Donc Isabelle, est-ce que tout d'abord, dans un premier temps, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de vous engager spécifiquement sur cette thématique. Vous accompagnez une jeune femme, Charline, qui est une jeune entrepreneuse dans le développement de son projet. Donc pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat et quelles sont les prises de conscience de stéréotypes et de discrimination dont doit prendre conscience justement Charline, ou auxquelles les femmes peuvent être confrontées au-delà de Charline? Oui, merci Bénédicte. Bonjour à tout le monde. Donc oui, en fait, mon engagement, il remonte à 2012 où en fait, j'avais vu une pub sur développer son leadership au féminin et j'avais surtout vu développer son leadership. J'étais en début de carrière, je me suis dit ça pourrait être sympa. Et donc, j'ai fait un séminaire de social builder. Donc, j'ai rencontré Emmanuel Larocque qui donnait ce séminaire. Et en fait, donc il y avait la moitié, c'était effectivement développer son assertivité, sa prise de parole en tant que femme. Et puis l'autre moitié, c'était des intervenants, des professionnels. Moi, j'étais toute jeune, je commençais ma carrière depuis 1 an, qui venaient nous raconter des choses assez effroyables. Par exemple, je vous ai donné les chiffres d'aujourd'hui qui sont pas mieux, donc ça vous fera peut-être le même choc que ça m'a fait, mais par exemple, aujourd'hui, il y a 41% d'écart entre la pension des femmes et des hommes en France. Aujourd'hui, 2% des levées de fonds sont faites par des équipes 100% féminines. Quand j'ai vu le chiffre, je me suis dit, c'est pas grave, c'est peut-être que la plupart des levées de fonds sont faites par des équipes mixtes, qui serait normal. Mais non, en fait, il y a 9% des levées de fonds qui sont faites par des équipes mixtes. Et donc, 89% des levées de fonds qui sont faites par des équipes 100% masculines. Donc voilà, si on se demande si c'est un problème dans l'entrepreneuriat et les femmes, en fait, il suffit juste de regarder les chiffres. Après, il y a plein d'engagements et je suis vraiment contente d'avoir Megan et Jacobina qui parlent avant, parce que c'est vrai qu'en fait, au moment où les femmes s'insèrent dans la vie professionnelle, il y a déjà énormément de choses qui sont jouées. Donc, c'est important que les jeunes femmes et les filles aussi soient sensibilisées. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu ce sentiment d'urgence et je me suis dit, en fait, on est dans le monde professionnel. Moi, j'avais commencé par l'école du Louvre, donc j'étais pile poil, alors que j'avais fait S, j'aurais pu faire une prépa scientifique, mais j'ai fait l'école du Louvre. Et mon premier jour à l'école, le directeur de l'école du Louvre dit, s'il y a 10% des gens
qui sont dans cet amphi, qui ont reçu un concours super dur, qui arrivent à gagner leur vie avec la culture, je serais content. Donc voilà, je m'étais tiré une énorme balle dans le pied économiquement parlant. Aussi par un stéréotype de genre. Donc, j'ai passé toutes mes études à essayer de m'orienter vers quelque chose de plus économique. Et donc, je suis arrivée là, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est ta vie, ça s'appliquait à toi. Et j'ai eu des mentors, donc j'en parlerai peut-être un petit peu, qui m'ont ouvert les yeux. J'ai eu l'expérience de social leader que j'ai fini par rejoindre en tant que marketing manager en 2015, qui m'a beaucoup marquée. Et en fait, j'ai passé presque 2 ans à dire à toutes les femmes, il faut vraiment que vous preniez votre place dans le numérique, c'est important aujourd'hui. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu ne le fais pas toi? Donc, j'ai décidé de postuler à une école de commerce qui est assez difficile, qui s'appelle INSEAD, et qui est une école de commerce internationale où voilà, ils étaient très contents d'avoir 27% de femmes. C'était le meilleur score qu'ils avaient jamais eu de toute leur vie. Alors nous, on était, c'est quand même pas énorme, 27%, mais voilà, ils étaient très fiers. Sachant que c'était la 50e année où en fait il y avait une femme présente, parce qu'au début, l'INSEAD était interdit aux femmes. Donc voilà, c'était toute une histoire comme ça qui s'est construite. Et donc, j'avais envie d'essayer à mon niveau d'agir. Je pense qu'on peut tous, à notre niveau, agir, soit nous, en changeant nos trajectoires et en s'engageant dans un monde économique, soit en aidant d'autres personnes et en tendant la main. Quand on nous a tendu la main, c'est bien aussi de le faire en retour. Et donc, j'accompagne effectivement Charline, qui elle aussi est dans un projet très genré, puisqu'en fait, elle était assistante maternelle en crèche et elle va lancer en fait son programme d'accompagnement à la parentalité. En tout cas, j'essaie de lui donner dans ce projet-là toutes les clés pour qu'elle réussisse son projet entrepreneurial. Donc justement, quels sont les freins particuliers sur lesquels vous travaillez avec Charline? Et est-ce que vous auriez 1 ou 2 exemples de ce que lui a apporté le mentorat pour lever ces freins? Oui, alors je pense que ce qui est intéressant, c'est en fait, quand on entreprend, on est toujours soit en train de se dire c'est trop compliqué, je vais pas y arriver, soit en train de se dire je vais tout faire pour que ça marche, mais du coup, on va prendre trop de risques. Donc souvent, le mentor, en fait, c'est celui qui va permettre de dire bon, déjà, tu peux y arriver, tu es assez, comme disent les anglo-saxons, tu as tout ce qu'il faut en toi. Donc il y a une partie motivation, surtout par les temps qui courent, où il y a quand même les entrepreneurs peuvent se retrouver un petit peu seuls et isolés, c'est pas le meilleur moment pour networker. Et puis aussi leur dire attention, il n'y a peut-être pas besoin, si tu es en train de lancer un projet d'aide à la parentalité, tu n'es peut-être pas obligé de te mettre sur le dos des charges de location de salles, des charges de voitures, peut-être faire un des deux et puis faire des prestations à domicile. Essaye de commencer pas à pas pour pas te mettre dans une situation à risque. Donc c'est toujours un petit peu lever l'ambition d'un côté, lui ouvrir les portes et lui dire voilà, c'est possible, tu peux faire ci, tu peux aller plus loin, dans ta com, n'aie pas peur de donner toutes tes chances. Et en même temps, une façon de se donner toutes ces chances, c'est aussi d'être très pragmatique dans les risques qu'on prend et de ne pas se mettre en risque personnellement s'il n'y a pas besoin et de faire toujours une preuve en fait, de son concept avant d'aller plus loin et de prendre des risques financiers. Donc, c'est toujours un peu cette balance-là. Donc, Isabelle, est-ce que vous savez ce qui a amené Charline au mentorat et est-ce que sa vision du mentorat a évolué depuis qu'elle est avec vous? Alors, en fait, Social Leader propose un programme à l'entrepreneuriat donc, qui s'appelle Sons. Et donc, moi, comme je suis aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est là que je me trouvais la plus légitime. Donc, c'est pour ça que j'étais dans ce programme-là. Donc, en fait, elle avait un programme qui l'aidait à monter son entreprise. Et en plus, ce n'était pas obligatoire. C'était vraiment, du coup, les personnes qui suivaient le programme qui pouvaient choisir ou non d'y participer. Ils proposaient du mentorat. Donc, c'est comme ça qu'elle y est venue. C'était un petit peu construit. Et je pense que c'est bien parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de se dire tout seul, en fait, j'ai besoin d'un mentor. Ça, c'est bien aussi de proposer un petit peu des structures qui vont vous mettre en relation. Et donc, en fait, au début, elle est venue, elle m'a dit, honnêtement, je suis en fin de congé maternité. Si j'avais plus, je l'ai fait parce que voilà, j'ai besoin d'avancer. Et au début, le premier rôle que j'ai joué, c'était un petit peu d'être la garante qu'elle avait pris des engagements qu'il fallait qu'elle les tienne. Donc, en fait, souvent, à la fin, je lui faisais dire, du coup, on se voit dans combien de temps? On se voit dans un mois, ok. Et dans un mois, tu auras fait quoi? On se faisait la liste. Et le mois suivant, elle me le disait d'elle-même. Je n'avais même pas à cocher les cases. Elle me disait, alors voilà, comme je t'ai dit, j'ai bien déposé mes statuts, j'ai bien fait ci. Et donc, en fait, mon premier rôle, ça a été ce rôle-là de garant. Et puis, petit à petit, une relation de confiance s'est construite. Donc, on a pu se poser des questions un petit peu sur le fond et voilà, on a avancé sur les détails plus business.
de son entreprise. Et voilà, ça se construit au fur et à mesure. Quelqu'un, en fait, vous étiez son compagnon de route ou sa compagnon C'est ça, de route, c'est ça. très joli, pour voilà, lui permettre de sortir de cette solitude et d'avoir quelqu'un à qui raconter son histoire. Et rien que ça Oui, lui permettait d'aller plus loin. oui, je pense que la posture du mentor, c'est important parce qu'on n'est pas quelqu'un de proche, donc on peut avoir une forme de vulnérabilité qu'on ne va pas avoir vis-à-vis de sa mère ou de son compagnon parce qu'on a envie d'avoir l'air fort et puis quand ça ne va pas, c'est difficile de dire à quelqu'un de très proche ça ne va pas du tout. Et puis en même temps, on n'est pas non plus un collègue où là, on a quand même un petit peu beaucoup à perdre à avoir cette vulnérabilité-là. Donc en fait, on est juste quelqu'un on dit voilà, de toute façon, nos échanges, ça restera entre nous. Moi, je suis là pour que tu y arrives et j'y crois. Et puis, si tu as le droit d'être qui tu es, de me poser tes vraies questions, parce qu'en fait, on ne se connaît pas par ailleurs, donc ça n'aura aucun poids dans ta vie. Donc, je trouve que c'est une relation assez unique en ce sens-là. Donc, sois toi-même et je crois en toi. Ça, c'est vraiment important. Et pour vous, en tant que mentor, Isabelle, qu'est-ce que ça vous apporte de faire ce mentorat? Est-ce que ça vous fait déjà voilà, c'est Ouais. par rapport à moi-même. Enfin, je pense que, voilà, vous avez un engagement associatif bien plus large que le mien, mais c'est une façon de vivre, de donner du sens un petit peu. Voilà, avant je le faisais professionnellement, maintenant j'ai un autre métier, et je développe une entreprise. C'est comme ça que je trouve du sens professionnellement. Mais c'est vrai que j'ai besoin aussi de me dire que, alors c'est peut-être un stéréotype de genre aussi, hein, mais j'ai besoin de me dire que j'aide des gens, et que mon expérience leur sert. Donc ça, c'est important pour moi. Et puis aussi. Je pense que quand on explique quelque chose, quand on aide un entrepreneur, voilà, moi j'ai fait une école de commerce, mais du coup je réutilise mes cours dans un autre contexte qui n'est pas celui non plus que j'ai professionnellement, et ça me permet voilà, c'est un petit peu comme si j'avais une vie parallèle où je développais une entreprise que je ne développerai jamais, mais qui me permet aussi de développer des compétences, de m'ouvrir à un nouvel écosystème. Donc même professionnellement, je trouve ça intéressant parce que voilà, ça me permet de me connecter aussi à une génération un petit peu en dessous de la mienne que je côtoie un petit peu moins. C'est intéressant à plusieurs niveaux. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage, Isabelle. Merci à toutes les trois pour ces interventions. Avant de conclure complètement cette table ronde, Mégane, vous avez accompagné UNIR, donc, qui est membre du collectif Mentorat, à développer leur programme de mentorat en faveur des jeunes femmes réfugiées. Est-ce que vous pouvez justement nous partager vos préconisations pour tous ceux et celles qui s'interrogeraient sur comment monter un programme de mentorat en incluant cette question du genre? Merci beaucoup. Alors, je ne vais peut-être pas avoir le temps de tout vous dire sur ce qu'on a fait avec UNIR dans le cadre du programme interculturel, mais peut-être juste repréciser qu'il s'agit bien d'un programme de mentorat entre femmes, donc en non-mixité de sexe, qui a été choisi notamment parce que beaucoup d'études montraient que dans les mentorats qui mêlaient hommes et jeunes femmes, il pouvait y avoir aussi parfois des relations de pouvoir basées aussi sur le genre qui se reproduisait. Donc, il y avait aussi cette volonté-là, en fait, de rester dans un programme entre femmes et puis aussi d'avoir ce rôle modèle, en fait, qui peut être, auquel on peut plus s'identifier en tant que femme lorsqu'on est aussi mentoré par une autre femme et aussi être confronté parfois à des défis communs. Comme je le disais, peut-être juste en introduction, quand on parle de genre, on est vraiment dans une relation de pouvoir. Et il se trouve qu'en fait, le mentorat, comme toutes les autres interactions qu'on peut avoir, ça peut aussi créer justement ces relations et ces relations parfois de déséquilibre. Dans le cadre du mentorat, il va y avoir parfois une structure entre deux individus. Mais ces deux individus-là ont chacune leur biais et leur propre chaîne culturelle. On est toutes et tous empreints de biais qui, comme on le disait dans toutes les interventions, sont liés à notre socialisation, à ce qu'on perçoit de la société. Et donc, ça, c'est un point important sur lequel on s'est penché avec UNIR. Qui a d'ailleurs décidé, en plus de développer un guide de mentorat qui revient sur justement tout ce qu'est le genre, tous ces biais dont nous sommes empreints en tant que femmes, a aussi créé des formations spécifiques. Et les formations comprennent à la fois les femmes mentors et les femmes mentorées.
dans une logique aussi de réciprocité. L'idée étant de se dire que la sensibilisation au genre ne concerne pas seulement les mentorés, mais également les mentors. Et d'ailleurs, dans les formations, les mentors sont extrêmement intéressés aussi par ces questions-là. Donc, juste 3 petites recommandations pour conclure, qui concernent plutôt les mentors que les mentorés, parce que très souvent, les mentorés, elles ont déjà face à elles énormément d'injonctions et d'obstacles. Mais là, plutôt de tourner le regard vers les mentors en tant que mentor. Qu'est-ce qu'il faut aussi avoir en tête? D'abord, de respecter la liberté de sa mentorée, de prendre ses propres décisions, de vivre comme elle l'entend et de garantir une approche sans jugement, justement, d'essayer de faire son auto-analyse, en fait, en tant qu'individu, mais aussi par rapport à sa mentorée et de se poser la question de comment elle perçoit les choses pour essayer de ne pas imposer, en fait, un schème via le mentorat en lui disant, bah voilà, vaut plutôt que tu te tournes vers ça. Et ce schème serait d'ailleurs imprégné de nos propres expériences. Ensuite, fournir, ça a été dit, je pense, par Isabelle, très clairement, c'est aussi de fournir un environnement d'échange qui soit sécurisé, confidentiel, qui soit calme et soutenant et qui inspire confiance. Ça, c'est extrêmement important que la personne avec qui on est dans cette relation de mentorat puisse se sentir en capacité de s'exprimer. Et puis, jouer ce rôle de modèle et d'orientation tout en étant ouverte d'esprit et en ayant à l'esprit qu'on est dans une relation d'échange réciproque. Et donc, l'idée est également d'apprendre de sa mentorée, parce qu'autrement, on est en fait dans ce sur quoi on n'est pas énormément revenu, mais dans des rapports en fait de pouvoir basés sur l'intersectionnalité qui sont que, en raison d'autres facteurs qui font qu'aujourd'hui, moi, en tant que femme, j'ai une position sociale plus élevée que la personne qui est mentorée, je reproduis certaines dynamiques de domination et il faut absolument l'éviter dans cette relation de mentorat. Et puis sinon, il y a le guide de mentorat d'UNIR que peut-être Andy pourra partager avec vous, qui reprend pas mal de conseils basés sur l'expérience de cette association-là et sur le public femmes réfugiées et demandeuses d'asile en particulier. Très bien, un grand merci Mégane. Avant de passer donc la parole à tous nos participants, j'espère que vous avez écrit vos questions sur le chat. Merci beaucoup. En 2 mots, ça a été extrêmement riche. Jacovina, Isabelle, Mégane, tout ce que vous avez pu dire. Je vais essayer en fait, j'ai noté 3 choses qui me paraissent vraiment importantes à retirer de tout ce que vous avez dit. La première chose, c'est qu'il faut faire attention à se libérer des rapports de pouvoir qui s'installent extrêmement jeunes. Donc dès l'enfance, hein, dès 4 ans, on commence déjà à être dans ces relations de pouvoir et on n'en prend pas forcément conscience, hein, même si on estime l'avoir intellectuellement compris, on est toujours rattrapé par ces relations-là, que l'éducation nationale investit beaucoup et cherche vraiment à accompagner cette transformation de culture et c'est à toutes les étapes de ce processus de formation qu'il est extrêmement important que tout le monde se mobilise pour travailler sur cette question du genre et sortir de ces stéréotypes. Et puis que cette relation mentorale, Isabelle nous l'a aussi très bien fait passer, c'est une question de réciprocité. Ça marche dans les 2 sens. Et les jeunes mentorés vont apprendre à s'insérer, à sortir de ces stéréotypes, mais les mentors vont apprendre à aller encore plus loin elles-mêmes dans leur posture, dans leur engagement et dans la transformation possible de la société. Donc, vraiment, c'est tous ensemble que nous devons aller vers ce mentorat pour transformer la société et faire qu'on en soit dans cette société plus égalitaire. Je vais donner maintenant la parole à Andy, qui a recueilli toutes vos questions. Andy, des premières réactions, des interrogations, des compléments d'informations nécessaires? Yes, merci Bénédicte pour la parole. On a eu quelques questions, mais du coup, j'attends d'autres questions si jamais vous avez. N'hésitez pas à les poser dans le chat ou même je peux vous donner la parole. Je vais commencer avec une première question de Odile.
Je vais laisser l'intervenant qui veut répondre prendre la parole, mais je pense que tout le monde peut répondre à ces questions, c'est pour ça que je la laisse ouverte. Mais la question, c'est comment ne pas reproduire les stéréotypes avec les générations futures. Et en plus, si j'enchaîne sur cette question, moi j'avais noté aussi de mon côté, vous avez touché un peu sur ça, Megan, et c'est plutôt sur la question de si c'est effectivement nécessaire de votre avis, de proposer des formations pour les menteurs ou les mentorés pour toucher, pour sensibiliser sur ces questions de genre dans une relation du mentorat. Donc voilà nos deux premières questions. Je ne sais pas si Megan voulait prendre la parole d'abord et peut-être, s'il y a quelqu'un d'autre après, je vous laisse. Ça me va. Merci Andy. Alors, vaste question de ne pas reproduire les stéréotypes. Je pense que la première étape, avant de pouvoir déconstruire en fait justement tout ce qui est inculqué dès l'enfance et un peu partout, hein, c'est de les mettre à plat. Parce qu'en fonction aussi de l'environnement dans lequel on se trouve, on n'a pas les mêmes stéréotypes et les mêmes biais, même s'il y en a qui sont communs, comme les filles sont plutôt faites pour s'occuper des autres et les garçons pour la mécanique. Ça, c'est des stéréotypes qu'on retrouve un peu partout dans la société, que ce soit dans les catalogues de jouets, que ce soit dans les vêtements. Il y a certains attributs, certes, qui sont universels, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus cachés et qui correspondent aussi à d'autres facteurs selon le lieu de résidence. Donc, pour moi, la première étape, en fait, pour ne pas les reproduire, c'est déjà les mettre à plat. Et donc, les énumérer et ensuite ouvrir le champ des possibles, en fait. En ouvrant le champ des possibles, je voyais une autre question qui est un peu aussi comment concrètement, en pratique, on peut ne pas les reproduire. C'est automatiquement, moi par exemple, je suis jeune maman, mon fils, je ne vais pas le tourner automatiquement vers le football pour l'activité sportive. Il peut y avoir d'autres activités peut-être qui pourraient l'intéresser. Et pareil du côté des filles. Donc, c'est ouvrir le champ des possibles, mettre à plat les biais. Et pour faire le lien avec ton autre question, Andy, alors si ce n'est pas une formation, je pense qu'au moins un atelier ou une réunion ou une discussion autour de ces stéréotypes-là est extrêmement nécessaire pour pouvoir mieux les cibler justement et de voir comment par certaines actions concrètes on pourra les déconstruire. Mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir des actions ciblées en tout cas sur le genre. Après, le format qu'elles prennent, ça dépend des structures et du public aussi qui est concerné. Mais je pense qu'il est nécessaire et notamment sur les publics jeunes, il y a des jeux qui sont très intéressants et qui peuvent de manière ludique aussi sensibiliser à ces stéréotypes-là. Merci Megan. Est-ce que quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose sur ces points-là avant qu'on passe à une deuxième question? Enfin, j'aimerais compléter la réponse de Megan en disant que finalement les stéréotypes hommes-femmes, il y en a des très gros, des très qu'on voit très bien, qui nous éclatent à la figure. Les filles ne sont pas faites pour les maths, les garçons ne sont pas faits pour les sciences humaines, etc. Mais je dirais que il y a des stéréotypes qui sont fins, qui sont tellement nichés, y compris dans notre quotidien. Et très souvent, nous aussi, on se surprend de voir qu'on a des stéréotypes, on a des préjugés, on a des idées fixes qu'on reproduit sans faire exprès, sans être sexiste, évidemment. Donc, les remettre à plat et réfléchir sur tout ce qui nous vient d'une construction sociale, finalement, de l'idée qu'on se fait du rôle de l'homme et de la femme, c'est la première étape, oui, le mettre à plat et essayer de les déconstruire. Mais c'est un travail de longue haleine et au quotidien et partout. Nous, on a conduit, on fait des formations avec les enseignants et des réunions d'équipe et il y avait on nous a parlé d'une expérience, une sage-femme, encore une fois une sage-femme, vous voyez, il n'y a pas d'autre nom pour ce métier. Donc une sage-femme essayait de comprendre pourquoi les jeunes parents, les futurs parents, voulaient absolument savoir le sexe de leur enfant avant la naissance. Et elle voulait les sensibiliser sur cette idée. Et les parents disaient, bah oui, parce qu'on veut vraiment choisir les couleurs de la chambre, les couleurs du mobilier de l'enfant, etc. Donc, vous voyez, la projection sur notre enfant
fille ou garçon, se met en place bien avant la naissance. Donc voilà, ne serait-ce que ça, c'est comment dirais-je, un cliché. Voilà. Donc le mettre à plat et réfléchir sur toutes les représentations qui sont les nôtres. Merci beaucoup. Du coup, il y a une autre question de Céline. Elle pose la question d'une relation mentor-homme et mentor-femme, et du coup, comment on peut confronter certaines femmes dans ces types de relations. Donc, je ne suis pas sûre si vous avez eu ces expériences, mais est-ce que vous avez eu ces types d'expériences si vous pouvez parler un peu de ça et ce que vous avez observé dans ces situations-là. Isabelle, je vois. Moi, j'ai eu, en tant que mentorée, pour le coup, j'ai eu un mentor homme et une mentor femme. Alors, je comprends bien ce que dit Morgane. C'est sûrement vrai qu'il doit y avoir des situations peut-être un petit peu qui peuvent se passer ou des situations de rapport de force genrés qui se reproduisent. En fait, je pense qu'il y a des intérêts différents, mais quand on est mentoré par un homme, déjà, on est juste mentoré par quelqu'un qui a parfois pas les mêmes limites mentales que nous, et du coup, qui projette pas forcément. Enfin, en tout cas, mon mentor ne projetait pas du tout les mêmes limites que moi je pouvais projeter sur mes capacités, parce que moi, il y avait quelque chose. Enfin, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais, malgré tout mon parcours, que j'avais intégré des limites qui m'a aidé à déconstruire parce que lui, il les avait pas. Et, et sinon, globalement, c'était une expérience assez proche, quoi, parce que quand même, le mentor homme s'engage aussi à être dans un espace où il y a une confiance, où il va y avoir du respect et où il va y avoir une confidentialité. Donc, normalement, si ces limites éthiques sont respectés, peut-être qu'il va y avoir des biais, certainement il va y avoir des biais, mais c'est quand même une relation très enrichissante dans ce cas-là. Après, il n'y avait pas un écartage monumental. Enfin voilà, c'était une relation entre deux professionnels aussi. Donc je pense que ça dépend beaucoup des cas, mais moi, j'ai pas vu de frein particulier. Et au contraire, je pense aussi que, souvent, comme disait Megan, le but aussi, c'est d'aider la société à changer. Et on ne changera pas la société si on n'embarque pas 50% des gens dedans. Donc aussi, pousser les hommes à aider des femmes à réussir, c'est aussi une façon de les sensibiliser à la question du rôle des femmes dans la société. Donc, je trouvais ça aussi intéressant de ce point de vue-là. Mais Megan, tu as sûrement un point de vue très complémentaire. C'est déjà anticipé. Non, mais je pense que je suis d'accord totalement sur le fond. Après, en fait, il y a quand même pas mal de retours sur expérience à une échelle plus large qui ont été faits sur les programmes de mentorat et qui montrent que les programmes de mentorat entre personnes, soit qui ont le même sexe, soit qui viennent du même milieu social, soit qui habitent dans le même milieu, dans le même territoire, fonctionnent plus, parce que justement, il y a un sentiment d'identification qui est plus fort pour la personne qui est mentorée et qui lui permet aussi de se projeter. Mais du coup, cette question de la projection, elle est aussi très individuelle et je pense dépend du milieu social de chacune. Mais globalement, pour l'association UNIR, par exemple, c'était la première question qu'on s'était posée, c'était est-ce qu'il faudra avoir un programme exclusivement entre femmes ou pas? Et en fait, ces retours d'expérience-là ont fait que ça a donné envie de s'embarquer là-dedans. Et je pense que même en termes de libération de la parole sur des enjeux propres à des femmes, parfois il y a des questions très, très intimes sur la question des violences basées sur le genre qui sont très difficiles à aborder en présence d'hommes en fait. Et donc ces programmes en non-mixité, en plus de permettre une efficacité en termes d'inspiration et de rôle modèle, permettent aussi parfois de libérer la parole et donc ont aussi une certaine efficacité. Mais je ne prône pas le tout spécifiquement femme. Mais je pense qu'il y a quand même un intérêt en fonction de l'organisation dans laquelle on se trouve.
Merci Isabelle et Megan. J'aimerais bien, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, poser une dernière question, enfin, une des dernières questions il y a Covina, pardon, excusez-moi. Je voulais bien savoir, enfin, vous avez parlé un petit peu sur ce point-là, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus sur comment vous travaillez avec les entreprises partenaires sur la question d'égalité filles-garçons à votre niveau. Nous, on choisit nos partenaires. On a des demandes de différentes associations qui voudraient travailler avec les établissements scolaires. Ils font un dossier, ils nous contactent et nous, par la suite, selon le demande qu'on a des établissements, on peut les orienter vers les différentes associations qui ont quand même chacune, je dirais, un champ de travail, une spécificité. Nous savons par exemple très bien que Capital Filles est une association qui travaille en utilisant le mentorat pour redonner confiance en elles aux filles et les accompagner dans leurs projets professionnels. Nous avons d'autres associations qui travaillent contre les discriminations. Nous avons d'autres associations qui travaillent, par exemple, pour initier les filles vers des filières scientifiques, numériques, etc. Donc, selon la spécificité, le domaine d'expertise de chaque association, on les met en contact avec les établissements et les demande. Et nous, on a finalement notre relation avec les établissements scolaires, notre interface privilégiée, ce sont les référents à égalité filles-garçons. Idéalement, dans chaque établissement, il y a un enseignant qui a en charge qui est référent à égalité filles-garçons. Donc nous, nos référents, on les connaît, on les rencontre souvent, on les forme, on a des journées d'information, de formation, on a la possibilité d'échanger avec eux. On envoie tous les mois une lettre d'information à tous les établissements scolaires de notre académie où on donne toutes les informations sur tout ce qui se fait sur l'égalité sur le plan national, sur le plan académique, mais aussi les adresses et les dépliants, les dossiers des différentes associations auxquelles ils peuvent s'adresser. Évidemment, les associations sont validées par l'éducation nationale. Il y a on sait vers qui on envoie nos enseignants, on sait qui sont nos partenaires. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, merci. Donc, qui veut avoir une association, enfin trouver une association, il peut s'adresser à nous via le site internet de la Mission Égalité Filles-Garçons. Si vous tapotez Mission Égalité Filles-Garçons Créteil, vous avez immédiatement le site internet, nos numéros de téléphone, nos mails, tout y est. Super, merci. Il y a Aurélie qui veut prendre la parole, donc je vais la laisser prendre la parole pour poser une question et puis on va conclure. Bon, je vais poser une dernière question et après on va conclure. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. En fait, c'était par rapport à ce qui avait été dit. Et en fait, il y avait la question du coup qui a été posée sur le chat, justement sur la relation mentor-mentoré quand c'était un homme avec une femme. Et effectivement, je me posais la question de est-ce que du coup ça pouvait ne pas, poser certaines limites, puisque si la personne, en tant qu'homme, peut déjà avoir des stéréotypes dans sa tête sur l'évolution notamment professionnelle des femmes, est-ce que ça pouvait pas influencer du coup effectivement sa vision du mentorat et poser des limites dans on va dire dans ce qui va être mis en place, sur ce qu'il peut proposer, voilà, c'était une interrogation et voilà, je voulais la partager. Donc, je sais pas s'il y a de réponse particulière ou pas, mais et donc savoir si vraiment si c'était mieux de mettre 2 femmes, peut-être pas, mais est-ce que ça a évité justement est-ce que ça ouvre plus le champ des possibles en fait, puisqu'il y aura pas ce genre de stéréotype qui peut se mettre en place, quoi. Merci Aurélie.
Est-ce que une des Andy, si tu permets, j'aimerais compléter cette question par le regard inverse. Allez-y. Oui. Nous rencontrons beaucoup de femmes qui ont eu une appréhension, alors elles sont peut-être un petit peu plus âgées, à n'avoir des programmes qu'entre femmes. Donc, est-ce que on n'a pas justement les deux côtés? Comment, voilà, comment vous percevez ça? Oui, en tout cas, je suis d'accord avec ça aussi. Et effectivement, c'est de savoir. Enfin, il y a pas d'idéal, hein, il n'y a pas de mieux, je pense. Mais c'est juste, oui, comment on peut faire pour lutter contre ça et pour peut-être favoriser justement cet accompagnement de mentorat pour que ça serve au mieux en fait le mentoré, quoi. Et la mixité. Est-ce qu'on a une des intervenants qui veut compléter ou qui a d'autres remarques? Si je peux juste me permettre sur ce point, effectivement, la sensibilisation aux stéréotypes de genre, elle concerne aussi bien les femmes que les hommes. En introduction, quand je parlais de un Français et une Française sur deux qui a des stéréotypes sexistes, c'est aussi bien des hommes que des femmes. Donc, effectivement, la sensibilisation au genre, elle doit se faire aussi bien du côté des hommes et des femmes. Par contre, la question des rapports de pouvoir, aujourd'hui, globalement, dans notre société, les rapports de pouvoir entre hommes et femmes s'exercent au détriment des femmes. Alors, il y a des rapports de pouvoir entre femmes et femmes qui s'exercent au détriment d'autres femmes, mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte, comme l'appartenance sociale, l'orientation sexuelle, l'âge, le lieu de résidence. Enfin, il y a énormément de facteurs qu'on peut coupler, mais c'est un facteur évident qu'il va y avoir un rapport de pouvoir qui va se créer dans une relation entre femmes et hommes. Et donc, la question, c'est si on veut mettre en place un programme entre femmes ou aussi mix entre femmes et hommes, c'est comment la structure peut aussi être garante de ne pas reproduire ces rapports-là de domination pour éviter qu'on fasse plus de mal finalement que de bien par le mentorat en essayant justement de lutter contre des inégalités et en reproduisant, même si c'est à une micro-échelle, en reproduisant. Donc, voilà juste ce que je voulais dire. Merci Megan. Pour finir cette table ronde, j'ai une dernière question, plutôt au titre personnel. On a déjà entendu beaucoup parler d'Isabelle, de ses expériences en tant que mentor et mentorée, et du coup, j'ai voulu profiter pour vous poser la question de si, entre vous trois autres, vous avez eu personnellement des expériences en tant que soit mentor, soit mentorée, qui a eu un fort impact sur votre vie scolaire ou professionnelle. Je pense que c'est assez intéressant d'apprendre un peu plus sur vos expériences réelles pour finir cette discussion. Sinon, c'est pas grave. Il y a toujours l'opportunité d'avoir des mentors ou de devenir mentor aussi. Bénédicte, est-ce que vous avez des dernières questions? Non, je n'ai pas de dernière question. Si tout le monde est satisfait et repart avec ce qu'il venait chercher, je pense que nous pouvons nous arrêter là. Un grand merci à tous les participants, un très grand merci à nos trois intervenantes, Megan Yakova et Isabelle Pestori. C'était vraiment, vraiment intéressant. J'ai noté énormément de choses pour nos réflexions aussi, à nous, pour développer cette approche féminin-masculin, bien au-delà du genre. Donc, si nous nous mettons tous ensemble, nous sommes 57 associations collectifs mentorat, peut-être que d'autres vont encore arriver, eh bien, nous arriverons sans doute à faire un pas de plus pendant notre passage sur cette terre. Donc, un grand merci à tous et donc je vous invite à vous reconnecter sur la plénière avec le lien que vous aviez utilisé au démarrage. Donc, il suffit d'aller sur le direct. Il y a un bouton accès au direct en quittant cette table ronde. Donc, un grand merci à tous et donc à très vite pour de nouvelles aventures mentorales.